Dans ce cours, on va traiter l'application la plus importante des lignes de transmission. Cette application est l'adaptation de l'impédance. On a déjà vu que si l'impédance est égale à l'impédance caractéristique de la ligne, il n'y aura pas de réflexion sur la ligne. Et on a un maximum de transfert de la puissance. Mais il n'est pas toujours possible de concevoir un circuit ayant une impédance de charge égale à l'impédance caractéristique de la ligne. Donc on a besoin d'un module qui peut convertir l'impédance de la charge en impédance égale à l'impédance caractéristique de la ligne. Ce module est appelé le dispositif d'adaptation. Donc on a besoin d'introduire un module entre l'impédance de la charge et la ligne de transmission. Donc ce module est le dispositif d'adaptation. D'un côté, il a une impédance qui est égale à l'impédance caractéristique de la ligne, et d'un autre côté, il a une autre impédance quelconque. Donc l'impédance d'entrée du dispositif d'adaptation est égale à l'impédance de la charge. Donc dans ce module, on va sûrement utiliser les caractéristiques de transformation de l'impédance dans la ligne de transmission. Et à la sortie du module, l'impédance est égale toujours à ZC. Donc à partir de ce point-là, à partir du point à gauche, l'impédance sera toujours égale à l'impédance caractéristique de la ligne. Puisque le dispositif d'adaptation est utilisé juste pour transformer les impédances, idéalement ce module ne doit consommer aucune énergie. Donc on doit avoir une impédance d'entrée du dispositif d'adaptation qui est égale à l'impédance caractéristique de la ligne. Et ce module est sans perte, et le total de la puissance doit être délivré à la charge. Donc aujourd'hui, on va voir différentes formes qui peuvent être utilisées pour adapter les impédances à l'impédance caractéristique de la ligne. Premièrement, disons que j'ai un simple problème qui consiste à adapter une impédance réelle à l'impédance caractéristique de la ligne. Donc, disons que j'ai une ligne de transmission sans perte ou à faible perte. Donc, elle a une impédance caractéristique réelle. Cela veut dire que je veux adapter une impédance réelle à une impédance réelle, qui est l'impédance caractéristique de la ligne. Donc, j'ai besoin d'un dispositif qui peut adapter une impédance réelle à une autre impédance réelle. Pour les applications de l'adaptation, on a plusieurs. Donc, le premier cas, j'ai une impédance réelle. Et le rôle du dispositif d'adaptation est d'avoir une impédance d'entrée qui est égale à l'impédance caractéristique de la ligne. Le deuxième cas, j'ai deux résistances à adapter. Donc le rôle du dispositif d'adaptation est d'adapter la résistance R2 à la résistance R1. Donc si les deux résistances n'ont pas la même valeur, on a sûrement une désadaptation. Il n'y a pas un maximum de transfert de puissance du circuit R1 vers le circuit R2. Donc on utilise le dispositif d'adaptation qui va transformer la résistance R2 pour qu'elle apparaisse comme R1 du côté gauche et transformer R1 en résistance qui est égale à R2 dans le côté droit. Et ainsi on a une adaptation des deux côtés du circuit. La troisième application est le cas le plus important, supposez que j'ai deux lignes de transmission à connecter. Donc on a besoin d'une jonction pour connecter les deux lignes de transmission. Et si la longueur des lignes de transmission est très grande, l'impédance d'entrée de ces lignes de transmission sera égale à l'impédance caractéristique de la ligne. Si je veux faire une jonction entre les deux lignes, et si je connecte les deux lignes directement, la première ligne va trouver la deuxième comme une charge différente de son impédance caractéristique, et de même, la deuxième ligne va trouver la première qu'une impédance comme une impédance qui diffère de son impédance caractéristique. Donc, on a des adaptations et il y aura sûrement des réflexions. Donc, on a besoin
d'un dispositif qui fait transformer l'impédance de la première ligne en une impédance qui est égale à l'impédance caractéristique de la deuxième. Et du deuxième côté, il va transformer l'impédance de la première ligne en une impédance égale à l'impédance caractéristique de la deuxième ligne. Donc, adapter une impédance résistive à une autre impédance résistive a plusieurs applications dans la pratique. Et maintenant, on va voir comment on peut réaliser ce dispositif. Premièrement, il faut noter que si j'ai une impédance résistive qui doit être adaptée à une impédance résistive, l'impédance vue à gauche doit être égale à la résistance R. Et je peux utiliser la bague de Smith pour déterminer à quelle position de la ligne la résistance sera égale à R. Donc, cela veut dire que je vais introduire une autre section de la ligne qui va jouer le rôle du dispositif d'adaptation. Cette ligne a une certaine impédance caractéristique qui est différente de l'impédance caractéristique de la ligne. Donc il y a deux paramètres à déterminer pour le dispositif d'adaptation. Le premier paramètre est quelle est l'impédance caractéristique de l'adaptateur et quelle est la longueur de la ligne à introduire. Donc je peux utiliser la bague de Smith. Si j'ai une impédance résistive, donc elle sera sûrement sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Donc si l'impédance se trouve à la droite par rapport à l'origine de la bague, sa valeur est plus grande que l'impédance caractéristique. Mais si elle est inférieure à l'impédance caractéristique, elle doit être placée à gauche de l'origine. Et tous les impédances purement résistives se trouvent sur l'axe des abscisses. Si je me déplace sur l'adaptateur, qui est une autre section de la ligne de transmission, donc pour trouver une résistance, je dois déplacer sur le cercle des lieux de toutes les résistances, ou bien le cercle à hausse constant, jusqu'à l'intersection avec l'axe des abscisses. Puisqu'on veut trouver une impédance réelle qui sera égale à l'impédance caractéristique de la ligne. Donc il y a deux possibilités, soit je déplace par lambda sur 4, ou bien je déplace par lambda sur 2. Dans les deux cas, j'aurai des impédances réelles. Mais les impédances se répètent à chaque lambda sur 2. Donc si je me déplace de lambda sur 2, je me trouve sur la même impédance. Donc j'ai rien fait. Puisque la même impédance se trouve après lambda sur 2. Donc cette possibilité n'est pas utilisée puisqu'elle ne donne rien de nouveau. Donc il reste que la possibilité de transformer en utilisant un tronçon de lambda sur 4. Donc si je me déplace de lambda sur 4 dans le dispositif d'adaptation, donc j'ai une impédance réelle R qu'on veut l'adapter à l'impédance caractéristique de la ligne Z0 qui est réelle, et cette distance doit être égale à lambda sur 4, puisque c'est la seule possibilité de transformer R en une autre valeur réelle. Et on a aussi une autre propriété des lignes de transmission, et on sait que à chaque distance de lambda sur 4, on a une inversion de l'impédance. Donc l'impédance normalisée dans ce point-là est égale à R divisé par Z0X. Donc l'impédance là est R divisé par Z0X, l'impédance caractéristique du dispositif d'adaptation, Z0X. Donc cette impédance normalisée sera inversée après lambda sur 4. Donc l'impédance dans ce point-là est égale à Z0X divisé par R.
Donc l'impédance vue dans ce point est Z0 x au carré sur R. Donc cette impédance pour l'adapter doit être égale à Z0. Donc on a une condition d'adaptation. Donc Z0 doit être égal à Z0x au carré divisé par R. Implique que Z0x, l'impédance caractéristique du dispositif d'adaptation, qui est égale à la moyenne géométrique des deux résistances à adapter. Donc Z0 et R. Donc si je veux adapter deux résistances quelconques, je dois utiliser un autre tronçon de ligne ayant une impédance caractéristique qui est égale à la moyenne géométrique de ces deux résistances. Et la longueur de cette section doit être égale à lambda sur 4. Cela veut dire si j'introduis une section de longueur est égale à lambda sur 4, ayant une impédance caractéristique est égale à la moyenne géométrique des deux résistances à adapter, donc dans les deux côtés de ce tronçon, on va trouver une adaptation de l'impédance. Donc Z0 va être transformé en R dans l'autre côté, et R va être transformé en Z0 à gauche du dispositif. Puisqu'on a introduit cette section des lignes de transmission qui est sans perte, on a un transfert total de puissance de la ligne de transmission vers la résistance R. Donc on n'a pas une perte de puissance. Donc on a une adaptation sans perte de puissance. Une fois l'impédance de charge sera égale à l'impédance caractéristique, l'impédance sera égale à ZC quel que soit le point de la ligne. Cette technique est appelée l'adaptation par la ligne cardante. Et cela est un dispositif très intéressant utilisé pour adapter les impédances. Maintenant, on peut se demander, est-ce que cette ligne cardante est utilisée juste pour adapter les impédances réelles, puisqu'en général, des impédances complexes, et que je veux les adapter à une impédance réelle. Est-il possible d'utiliser la ligne cardante pour adapter une impédance complexe à une impédance réelle? De première vue, il apparaît qu'on ne peut pas utiliser cette ligne pour adapter une impédance réelle à une impédance complexe, parce qu'on a transformé une ligne réelle vers une autre impédance réelle, et notre argument c'était le déplacement de lambda sur 4 dans la base de Smith. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. On peut utiliser cette technique d'adaptation par la ligne cardante pour adapter une impédance complexe. Puisque dans les points où la tension est maximum ou est minimum, on trouve des impédances qui sont purement réelles. Cela veut dire que si j'introduis une section de ligne de transmission de longueur bien calculée, on peut transformer l'impédance complexe en une impédance réelle. Et bien sûr, ces points sont Zmax ou Zmin. Donc, il est possible d'adapter des impédances complexes avec des impédances réelles. À partir de là, le principe est le même. Si j'ai une impédance là qui est réelle, je peux utiliser la technique d'adaptation par cardante pour adapter l'impédance à Z0. Mais pour avoir une impédance réelle, j'ai introduit cette section de longueur L ayant une impédance caractéristique qui est égale à Z01, qui n'est pas forcément égale à Z0. Et cette section va transformer l'impédance complexe en une impédance réelle. Donc la question qui se pose, quelle est la longueur de cette section? Et quelle est la valeur de l'impédance qui se trouve là? Donc on peut le faire facilement par l'utilisation de l'ABAC de Smith. Donc prenons
cet abac de Smith. Donc j'ai les cercles des résistances et les arcs de réactance. Donc disons que ce point P représente R plus JX, notre charge complexe. Donc comme on a déjà vu, la première étape est de tracer le cercle des lieux des impédances, donc le cercle A rose constant. Donc lorsque je me déplace sur la ligne de transmission d'impédance caractéristique Z01, je me déplace sur le cercle des lieux des impédances. Puisque l'impédance caractéristique de cette ligne est Z01, il faut normaliser ZR par rapport à cette impédance caractéristique. Une fois j'ai ce point, je peux déplacer vers le générateur dans le cercle. Et l'intersection avec l'axe des abscisses va nous donner des impédances réelles. Et ce point-là représente Zmax, qui est égal à ρ fois ZC. Donc si je connais le ROS, je peux déterminer l'impédance. Donc disons que le ROS qui est égal à une certaine valeur donnée par ρ, la valeur correspond à ce point T sera Z01, l'impédance caractéristique de cette ligne, multiplié par ρ. Donc l'impédance à ce point-là, qui est égale à Rmax, sera égale à ρ. Donc de même pour le point S, qui représente l'impédance minimum, la valeur sera Rmin, qui sera égale à 1 sur R. Donc l'impédance sera égale à Z01 divisé par ρ. Donc si je me déplace de point P vers l'axe des abscisses, vers le générateur, cette distance se correspond à la longueur L de la ligne. Et l'impédance d'entrée de cette ligne sera égale à Z01 multiplié par ρ. Donc si L est égal à Lmax, la position du maximum, donc Z' qui est l'impédance d'entrée de la ligne, qui est égal à Z01 multiplié par ρ. Autrement, je peux utiliser Lmin, donc la position du minimum, qui représente le déplacement vers le minimum. Donc si je prends cette longueur qui est égale à L, l'impédance Z', l'impédance d'entrée de cette ligne, qui sera égale à Z01 divisé par ρ. Et les deux sont réels. Une fois que je connais cette impédance, je peux déterminer l'impédance caractéristique de la ligne cardante par la moyenne géométrique des deux impédances. Donc je peux utiliser Z01 fois ρ, et j'aurai une certaine impédance caractéristique de l'adaptateur. Et si je prends Z01 par ρ, j'aurai une autre impédance caractéristique. Donc le problème a deux solutions. Tout dépend de la longueur que vous utilisez pour transformer l'impédance complexe en une impédance réelle. Et les deux solutions sont acceptables. Tout dépend de nos préférences. Si on préfère que la longueur est grande ou est petite, et c'est l'impédance caractéristique de la ligne d'adaptation est réalisable. Mais théoriquement, les deux solutions sont acceptables. Donc cette technique, l'adaptation par ligne cardante, peut adapter des charges complexes et des charges réelles. Cette technique est utilisée en pratique dans plusieurs applications. Mais il faut noter que cette technique a un grand désavantage. Parce qu'on a besoin d'une impédance caractéristique unique pour adapter chaque deux résistances.
Et l'impédance caractéristique de la ligne dépend de la structure physique de la ligne de transmission. Cela veut dire que pour chaque adaptation, on a besoin de concevoir une ligne spécialement dédiée pour adapter ces deux impédances. Et cette propriété n'est pas acceptable en pratique parce qu'en pratique, on ne peut pas varier l'impédance caractéristique de la ligne facilement. Vous trouvez des câbles avec des impédances caractéristiques standards. Par exemple, pour la ligne coaxiale, vous trouvez soit de 50 ohms ou bien 75 ohms. Et pour les lignes de bifilaires, vous trouvez soit 300 ou 600 ohms. Donc, réaliser une ligne de transmission ayant une certaine impédance caractéristique bien déterminée n'est pas facile. Donc, principalement, n'importe quelle charge complexe peut être adaptée à la ligne en utilisant l'adaptation par ligne cardante. En pratique, on trouve des difficultés parce que on ne peut pas réaliser des lignes de transmission ayant des impédances caractéristiques bien déterminées. Donc l'autre option, est-ce que je peux utiliser les lignes de transmission disponibles pour adapter la charge? Et est-ce que je peux adapter des charges complexes par cette technique? Et cette approche est appelée l'adaptation par step ou stub. Donc l'adaptation par step. Step matching. Un step est une section de ligne de transmission qui est en court-circuit ou en circuit ouvert, connectée à la ligne de transmission, soit en série ou en parallèle. Donc pour la ligne de transmission, si j'interconnecte la ligne avec une autre ligne de transmission qui est en court-circuit ou en circuit ouvert, donc cette ligne est appelée un step. Et par l'interconnexion du step à la position adéquate, on peut adapter une impédance complexe à une impédance caractéristique de la ligne. Il faut noter ici que on n'a pas besoin d'une impédance caractéristique spéciale pour chaque opération d'adaptation. L'impédance caractéristique est toujours la même. On a besoin juste de changer la position du step et la longueur du step pour adapter une autre charge. Donc il y a deux possibilités pour adapter par un step. Je peux utiliser soit un step, et cette technique est appelée l'adaptation par un step, et je peux utiliser deux steps, et cette technique est appelée l'adaptation par double step. Donc premièrement, on va traiter l'adaptation à un seul step. Donc le problème, on a une ligne de transmission principale d'impédance caractéristique Z0 connectée à une impédance Z différente de l'impédance caractéristique de la ligne Z0. Donc disons que j'ai connecté une ligne en parallèle par rapport à la ligne. Donc cette ligne est un step. Le step est en court-circuit. Donc dans notre cas, on a un step en parallèle de la ligne de transmission. La longueur du step est LS. Et l'impédance caractéristique est la même que la ligne. Et le step est connecté à la ligne à la position L1 à partir de la charge. Le principe de cette technique est, avant la position du step, j'ai des réflexions à partir de la charge. On a un signal réfléchi à partir de la charge. Et puisque le step est en court-circuit, on a d'autres réflexions provenant du step. Et si ces deux réflexions ont des amplitudes égales et des phases inversées, ils s'annulent. Autrement dit, la tension provenant du générateur, lorsqu'elle arrive au point B, elle va trouver deux chemins. Un chemin vers le step en court-circuit et un chemin vers la charge. Et on a des réflexions provenant
de la charge plus des réflexions provenant du court-circuit. Et lorsque les deux réflexions atteignent le point B, et s'ils ont des amplitudes égales et des phases opposées, ils seront annulés. Et on n'aura pas de réflexion à partir du point B. Autrement dit, l'impédance à n'importe quel point de la ligne à partir du point B vers le générateur sera égale à l'impédance caractéristique de la ligne. Donc on peut raisonner en termes d'impédance. Si je prends l'impédance Z et je la transforme en une impédance Z au point B, en général, elle aura une partie réelle plus partie imaginaire. Le step est en court-circuit. Il aura toujours une partie réactive. Si je configure le step de telle sorte qu'une partie réactive égale à l'inverse de la partie réactive de la admittance transformée, on aura une admittance purement réelle au point B. Et si cette partie résistive est égale à Z0, j'ai adapté la charge. Donc le problème maintenant est comme suit. Premièrement, il faut déterminer la longueur L1 de telle sorte que la partie réelle de l'impédance transformée en point B est égale à 1. Deuxièmement, il faut déterminer la longueur du step de telle sorte que la partie réactive de l'admittance du step sera égale à l'inverse de la partie imaginaire de l'admittance Z transformée en point B. Si on veut faire cet exercice par une méthode analytique, la tâche sera très pénible. Mais en utilisant la bague de Smith, cet exercice sera extrêmement simple. Donc cette technique, puisqu'on a utilisé un seul step, cette technique est appelée l'adaptation par un step. Un seul step. Single step matching. Donc puisque les intersections sont en parallèle ici, on définit le problème en termes d'admittance. Puisque travailler avec des admittances en parallèle est plus simple que de travailler avec des impédances. Disons que j'ai des impédances en termes des admittances. Disons que j'ai l'admittance de la charge qui est égale à Y, qui est égale à 1 sur Z. Donc, et je peux déterminer l'admittance caractéristique de la ligne. Je détermine l'admittance normalisée. Et chaque opération qu'on fait est en termes d'admittance. Donc passons maintenant à l'utilisation de la BAC pour résoudre ce problème. Disons que j'ai un certain point qui représente l'impédance à adapter. Disons que ce point est P. Et l'admittance normalisée, donc disons que P est l'admittance normalisée, Y BAC est égal à G plus JB. Donc j'ai la conductance normalisée et B est la susceptance normalisée. Puisque je fais les calculs en termes d'admittance, donc j'utilise la bague de Smith pour les admittances. Donc je place le point P dans la bague. Donc ce point P est égal à G plus JB. La première étape est de tracer le cercle des lieux des admittances. Donc ce cercle-là. On peut noter que, en se déplaçant sur le cercle, c'est-à-dire lorsqu'on se déplace dans la ligne de transmission vers le générateur, le but est d'avoir G est égal à 1. Donc lorsque je me déplace sur le cercle des lieux des admittances, donc j'ai deux points
ou la partie conductive qui est égale à 1. Donc l'intersection avec le cercle AR est égal à 1. Le cercle unité, je trouve 2 points. Donc lorsque je me déplace par cette distance ou par cette distance, je peux trouver quelle est la partie réactive dans cette position. Puisque pour les deux positions, j'ai une partie réelle qui est égale à 1. Maintenant, je vais faire cet exercice. Donc, j'utilise la bague de Smith. Donc, disons que chez ce point est G plus JB, qui représente l'admittance de la charge. Je trace le cercle des lieux des admittances, le cercle à Ross constant. J'ai le cercle unité, donc j'ai 2 points où la partie réelle est égale à 1. Pour ces deux positions, la partie conductive de l'admittance sera égale à 1. Donc je peux soit déplacer par une distance qui correspond à cet angle. Donc là, on a une partie réelle qui est égale à 1. Et je peux déplacer par une autre distance. Donc dans les deux points, j'ai la partie conductive qui est égale à 1. Les deux solutions sont acceptables. Disons que je vais prendre cette solution, la première. Donc cette longueur qui est égale à L1, qui est la longueur, la partie conductive sera égale à 1. Donc dans ce point-là, la valeur de l'admittance sera égale à 1 plus JB'. Donc lorsque je me déplace dans la ligne, je vais trouver une admittance qui est égale à 1 plus JB'. Donc juste avant le point du step. J'aurai 1 plus JB'. Donc si je veux éliminer la partie réactive, JB', je dois prendre le step qui a une admittance d'entrée qui est égale à moins JB'. Et lorsque les deux sont connectés en parallèle, moins JB' annule la partie réactive et j'aurai enfin 1 plus J0. Donc c'est-à-dire que l'impédance qui est égale à l'impédance caractéristique de la ligne. Donc puisque j'ai ici plus JB', je veux trouver le point qui correspond à moins JB'. Donc si je veux réaliser cette réactance par une section de la ligne de transmission, donc c'est facile, je vais prendre le point symétrique par rapport à l'axe et je détermine le point qui correspond à l'arc moins JB'. Donc c'est le point qui correspond à l'arc de moins JB'. Donc cette position est 1 plus JB'. J'ai pris le point symétrique par rapport à l'axe des abscisses et je détermine l'arc à réactance constante qui correspond à moins JB'. Donc pour réaliser cette susceptance à partir d'une section court-circuitée, c'est-à-dire que si je me déplace vers la charge, je dois trouver le court-circuit. Puisqu'on utilise la bague de Smith comme la bague des admittances, ce point-là représente le point de court-circuit. Et ce point-là est le circuit ouvert. Pour réaliser cette réactance, si je me déplace à partir de ce point-là vers la charge, je vais trouver le court-circuit.
et cette distance me donne la longueur du step. Donc cette longueur est égale à ls, la longueur du step. Donc vous voyez que pour trouver la longueur du step et la position du step est très simple en utilisant la barre de Smith. Vous marquez l'admittance normalisée. Je déplace sur le cercle des lieux des admittances jusqu'à l'intersection avec le cercle à R égale à 1 ou bien G est égal à 1. Donc le point d'intersection est représenté par 1 plus GB'. Je prends le point symétrique par rapport à l'axe. Je détermine l'arc de moins JB' et je détermine le déplacement à partir de moins JB' vers le court-circuit et le déplacement vers la charge. Donc par cette simple procédure, je peux trouver la position et la longueur du step. Un exercice similaire peut être fait en utilisant des impédances si le step est connecté en série. Et la procédure reste toujours la même. Dans ce cas, on a pris le point où y est égal à 1 plus JB'. Mais on peut utiliser l'autre point. Je détermine le déplacement de l'admittance de la charge vers 1 moins JB', donc ce deuxième point. Et la valeur là sera égale à 1 moins JB'. Donc pour faire l'adaptation, il faut que l'admittance du step sera égale à plus JB', donc qui correspond au point symétrique de moins JB'. Et la longueur du step sera à ce déplacement là. Donc le problème a deux solutions. Tout dépend de la valeur que vous utilisez. Soit 1 plus JB' ou 1 moins JB'. Donc l'adaptation par un step est très utile pour adapter n'importe quelle impédance à l'impédance caractéristique de la ligne. Maintenant, il faut noter que, de même que pour l'adaptation par ligne cardante, on a adapté n'importe quelle impédance à l'impédance caractéristique, mais on n'a pas besoin d'une ligne ayant une impédance caractéristique spécifique. Donc on peut adapter n'importe quelle charge à l'impédance caractéristique de la ligne. Mais cette technique a un inconvénient, puisque la position du step dépend de l'impédance à adapter. Dans plusieurs cas, il est possible, après la réalisation du step, il est possible de varier la longueur du step. Mais ce n'est pas toujours possible de varier la position, puisque une fois que je place le step physiquement dans la ligne, on ne peut pas le déplacer. Supposez que j'ai un câble coaxial. Pour connecter un step dans le câble coaxial, je vais mettre une jonction. Une fois la jonction est installée, je peux modifier la longueur du step. Mais il n'est pas facile de déplacer la position du step puisque le déplacement de la jonction nécessite la modification de la structure physique du câble coaxial. Donc malgré que l'adaptation par un seul step peut adapter n'importe quelle charge, la position du step dépend de la charge à adapter. Donc on a besoin d'aller à une autre technique d'adaptation qui est appelée l'adaptation par double step, où l'adaptation consiste à modifier la longueur du step, mais la position du step reste la même. Donc la technique d'adaptation par double step. Donc la technique d'adaptation par double step.
Donc cette technique peut adapter n'importe quelle charge à l'impédance caractéristique sans varier la position, sans modifier la position du step. Donc la position du premier step est fixe à R1 et la deuxième, et la séparation entre les deux steps est fixe, mais en changeant les longueurs des deux steps, LS1 et LS2, on peut réaliser l'adaptation de la charge à l'impédance caractéristique de la ligne. Donc on va voir comment on fait ça. Premièrement, on va voir comment l'impédance varie. Dans ce point-là, on a une impédance qui est égale à 1 plus G0 pour avoir l'adaptation. Et cette impédance est la combinaison des deux impédances 1 plus JB2 et moins JB2, l'impédance du step. Donc pour l'adaptation, il faut que l'impédance au point C, juste après le step, sera égale à 1 plus JB2. Cela veut dire que l'impédance à cette position-là, qui est égale à, après un déplacement d'une distance CB, doit être égale à 1 plus JB2. C'est-à-dire qu'elle doit se trouver sur le cercle à R est égal à 1. Donc cette transformation doit être déterminée par la vague de Smith. Et vous pouvez déterminer la position et la longueur du step à partir de la vague. La séparation entre les deux steps est en général égale à 3 lambda par 8. Donc on a une séparation fixe entre les deux steps. Et la distance entre la charge et le premier step est L1, est fixe. Donc l'impédance en ce point-là, juste avant le premier step, est égale à G plus JB'. Après une transformation par une distance de L1, l'admittance sera égale à G1 plus B'. Et dans le point d'interconnexion, l'admittance sera une combinaison de G1 plus JB' et l'admittance du premier step, qui sera égale à G1 plus JB1. Et cette admittance, après une transformation de 3 lambda sur 8, sera égale à 1 plus JB2, et la partie réactive JB2 sera annulée par l'admittance du deuxième step. Donc comment on fait cette transformation par la vague de Smith? Premièrement, si l'admittance dans ce point-là est égale à 1 plus JB2, ce point G1 plus JB2 doit se trouver sur un cercle qui représente la rotation du cercle unité par une distance de 3 lambda sur 8 qui correspond à 270 degrés vers la charge. Donc la première des choses, pour la technique à double step, donc c'est le cercle AG est égal à 1. Donc si je fais une rotation de 270 degrés pour ce cercle, 270 degrés qui correspond à 3 lambda sur 8, je trouve ce cercle. Donc ce cercle-là est la rotation du cercle unité. Du cercle AG est égal à 1. G égale à 1 ou bien R égale à 1. Donc si je veux que cette admittance se trouve sur ce cercle, donc en se déplaçant sur la ligne de transmission, donc en se déplaçant sur le cercle A rose constant, le lieu des admittances, après une distance de 3 lambda sur 8, le point doit être dont le cercle G est égal à 1. Et une fois le point est sur le cercle AG est égal à 1, je sais comment adapter puisque c'est la même chose que l'adaptation par un seul step. Maintenant l'idée est comme suit. J'ai une admittance G plus JB, dénotée par point A par exemple. Après une distance de L1, l'admittance sera égale
Donc l'admittance sera représentée par ce point-là, B, G1 plus JB'. Donc pour ce point-là, on a utilisé un step pour changer juste la partie réactive de l'admittance. Donc à partir de là, il faut que je déplace dans le cercle à conductance constante, puisque la conductance n'est pas changée par le step. Donc je déplace sur le cercle à conductance constante jusqu'à l'intersection avec la rotation du cercle à G est égal à 1. Donc c'est le cercle à conductance constante. Et ce point-là, B+, donc juste après le stop, l'admittance est représentée par le point B+. Donc à partir du point B, je déplace dans le cercle à conductance constante jusqu'à l'intersection avec la rotation du cercle AG est égal à 1. À partir de ce point, je déplace dans le cercle des lieux de résistance. Donc je trace un autre cercle des lieux de résistance et je déplace dans ce cercle par 3 lambda sur 8 vers le générateur. Donc 270 degrés vers le générateur. Et le résultat de déplacement doit apparaître sur le cercle AG est égal à 1. Ce point est égal à 1 plus JB2. Donc une fois j'ai cette admittance, il faut éliminer la partie réactive. Je prends le point symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et je prends le point de moins JB2 sur le grand cercle. Puis je détermine le déplacement de ce point vers le court-circuit pour déterminer la longueur du step, comme on a fait pour l'adaptation à un seul step. Donc je vais répéter. Premièrement, il faut marquer l'admittance normalisée sur la BAC, déplacée par une distance L1 dans le cercle des lieux des admittances. Donc A se déplace vers le point B. Puis je déplace sur le cercle à conductance constante jusqu'à l'intersection avec la rotation du cercle unité. Tracer le cercle des lieux des admittances qui passe par ce nouveau point B+. Déplacer vers le générateur à partir de ce point B+, jusqu'à l'intersection avec le cercle AG est égal à 1. Trouver la partie réactive de JB2. Placer le point à moins JB2 sur le grand cercle. Et trouver la longueur du deuxième step en se déplaçant du point moins JB2 vers le court-circuit. Donc le déplacement est vers la charge. Donc comment déterminer la longueur du step? Cette longueur doit me donner une C-septance qui ramène le point B vers le point B+. Donc si je connais la C-septance au point B et la C-septance au point B+, la différence entre ces deux points, ces deux susceptances, doit être fournie par le premier step. Comment déterminer la longueur du premier step? Je prends cette différence de réactance, je la place sur le grand cercle de la bague de Smith et je mesure le déplacement vers le court-circuit, déplacement vers la charge. Et ce déplacement me donne la longueur du premier step. Donc si je déplace à partir de ce point-là vers la charge, j'aurai une longueur qui est égale à la longueur du premier step. Donc maintenant, à partir de cette procédure, je peux déterminer la longueur des deux steps. La position des steps est fixe. Lorsque l'impédance de la charge varie, en variant la longueur des steps, je peux avoir l'adaptation. Donc cette technique enlève la limitation de l'adaptation à un seul step. Donc pour différentes impédances, l'adaptation par double step est très utile. Mais il y a un petit problème dans l'adaptation, puisque le principe
de l'adaptation à deux steps est basée sur l'intersection dans ce cercle à conductance constante avec la rotation du cercle unité. Mais si le cercle AG est égal à G1, n'intersecte pas avec la rotation du cercle unité, on ne peut pas faire l'adaptation. Et on sait que les cercles AG constantes sont l'un à l'intérieur de l'autre. C'est-à-dire, il est possible que je me trouve sur un point qui se trouve dans cette région. Donc en se déplaçant sur ce cercle, je ne peux jamais atteindre la rotation du cercle unité. Et si je ne peux pas atteindre ce cercle, l'impédance après transformation ne peut pas atteindre le cercle unité. Et l'adaptation ne peut pas être réalisée. Cela veut dire que si cette impédance G1 plus JB', si elle se trouve dans cette région, qui s'appelle la région interdite, donc l'adaptation de l'impédance n'est pas possible. Mais cette condition, c'est pas pour l'impédance de la charge. On parle de l'impédance après la distance L1. C'est G1 plus JB1. Donc l'impédance de la charge peut être dans la région interdite. Mais l'admittance après une distance de L1 doit être en dehors de la région interdite. Donc par le choix adéquat de L1, on peut avoir une admittance en dehors de la région interdite. Donc puisque l'adaptation à double step a une certaine limitation, elle ne peut pas adapter des admittances ayant une valeur après un déplacement de L1 qui se trouve dans la région interdite. Mais cette limitation doit être enlevée par l'introduction d'un autre concept. Ce concept est l'adaptation par 3 steps. Donc ce qu'on fait, au lieu de prendre 2 steps, on ajoute un troisième. La distance entre qui sépare entre 2 steps est toujours 3 lambda sur 8. Donc, on peut remarquer que à partir de ces 2 steps, et l'adaptation comme l'adaptation par 2 steps, donc si l'adaptation peut être réalisée par 2 steps, je prends la longueur du troisième step de lambda sur 4 pour avoir un circuit ouvert. Mais si, en utilisant les 2 premiers steps, l'impédance transformée se trouve dans la région interdite, je peux déconnecter le premier step et j'utilise le deuxième et le troisième. Donc tout dépend de la position de l'impédance transformée. Je peux utiliser soit les 2 premiers ou bien les 2 derniers. Donc la solution finale à l'adaptation de l'impédance pour les lignes de transmission est la technique à 3 steps. Donc en utilisant 3 steps, n'importe quelle charge peut être adaptée sans changer les positions des steps. Ouais, shukran.